voilà, affaire de goût, affaire de style, affaire de tendance, affaire d'humour aussi. C'est ça la mode. Frédéric Godard, vous qui êtes ce sociologue, ce décrypteur de la mode et de l'histoire de la mode, pourquoi c'est à Paris que c'est écrite cette histoire? Alors c'est une longue histoire, hein, donc je vais essayer de condenser un petit peu. Mais s'il vous plaît. On peut remercier Louis XIV, hein, donc au départ, qui a réuni tous les aristocrates à Versailles pour les occuper, pour qu'ils ne fassent pas de révolution, donc, ou de révolte à l'époque plutôt. Et il fallait les occuper, donc la mode, ça les occupait. Ensuite, on peut remercier Marie-Antoinette et Rose Bertin, qui ont donné aux créateurs de mode aussi une forme d'autonomie. Ensuite, on peut remercier Charles Frederick Worth, qui est venu de Londres à Paris pour lancer la haute couture. Et on peut remercier. Alors lui, c'est le père de la haute couture. C'est la première maison de haute couture en 1858. C'est aussi le premier qui fait des défilés qu'on appelait à l'époque des présentations. Donc en fait, on a inversé. C'est plus les clientes qui commandaient, c'était le créateur qui proposait. Et c'est ça la mode, c'est de créer l'envie, de créer l'attente. Créer l'attente. D'ailleurs, Frédéric Worth, ce qui est intéressant, c'est que sa femme était la première mannequin aussi. Donc il a réussi à la mettre en avant. Donc on crée une attente, on crée un désir. Avant, c'était les aristocrates et les bourgeois qui demandaient aux créateurs de créer ce qu'ils voulaient. Mais à partir de ce moment-là, le pouvoir s'inverse. Il y a l'histoire des grands magasins aussi qui aura beaucoup fait le bon marché, notamment pour cette fameuse prescription. Qui est prescripteur? On propose des modèles et puis hop, toute la ville suit. Sophie Fontanelle, pourquoi la Parisienne, mais depuis le 19e siècle d'ailleurs et encore aujourd'hui, elle a ce truc indéfinissable que lui envient toutes les femmes dans le monde, cette élégance, cette façon de s'habiller, c'est quoi? Mais déjà, je pense que ça vient de ce qu'il dit, c'est historique, c'est que comme c'est venu de là, et puis après de la cour d'Angleterre, mais comme c'est venu de là, c'est la source, hein, donc c'est historique. Et après, je crois qu'il y a quelque chose, mais là je m'avance, c'est peut-être très subjectif ce que je vais dire, mais il y a la mode est tout le temps en train de se confronter à un autre aspect de l'individu qui est l'éternel féminin ou l'éternel masculin. Et la mode, elle vient cogner ça, et c'est vachement intéressant. Mais je crois qu'il y a chez les Françaises, enfin pour celles qui font envie et qu'on a envie d'admirer, il y a un mélange entre ce qui est, on va dire, sexy et ce qui est élégant. Ce mélange-là, cette alchimie, moi je ne l'ai vu qu'en France. À ce point, évidemment qu'après tout s'internationalise, mais on sait faire Jeanne Moreau, quoi. Voilà. Et on a des icônes comme ça aussi. Frédéric Godard, selon un classement des Top Global Fashion Cities, je le dis en anglais, septembre 2017, New York a dépassé Paris. Quelle est la place de Paris à l'heure de la mondialisation? Est-ce qu'il faut se fier à ce genre de classement? Ça veut dire quoi? Ça donne, c'est quoi comme indicateur, ce classement? Alors, pour être honnête, ça fait un moment quand même que New York a pris une place très importante sur la scène globale, aussi parce qu'il y a beaucoup de marques new-yorkaises dans la mode. Paris reste quand même très spécifiquement sur la haute couture. Donc un héritage fait c'est la ville où la mode est née. Donc on a quand même un héritage, une culture extraordinaire qui permet à Paris de rester là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir pour en profiter. Vous qui travaillez justement pour ces maisons de haute couture, Lazare Kukovic, Paris c'est incontournable, ça reste une place particulière et peu importe les classements qui sont publiés, pour vous c'est la ville de la mode? C'est la ville de la mode et loin devant toutes les autres capitales. J'ai beaucoup de respect pour les New-Yorkais, pour les Londoniens, pour mes confrères italiens, enfin avec qui je travaille pour ces grandes griffes. Il y a la haute couture, mais il y a surtout ce prêt-à-porter qui a été créé par l'industrie du luxe. Un prêt-à-porter de luxe qui est mettable, très fortement inspiré de la rue, du streetwear, de New York, mais aussi bien de Tokyo. Ce qui est Paris reste depuis à peu près 2 siècles attractif pour toutes les
pour toute la créativité. En tout cas, c'est un poumon économique pour le pays et pour la ville. Quelques chiffres. Une industrie qui génère 150 milliards d'euros, dont 33 milliards à l'export, il faut le préciser. C'est 1 million d'emplois en France. Et en Ile-de-France, c'est 2000 entreprises et 20 000 emplois pour un jeune Toulousain qui veut se lancer. Philippe Périsset, oui, ça fait longtemps, mais on se remet dans la peau d'un jeune garçon. Toulousain de 12 ans. D'un jeune garçon qui rêve de percer. Voilà, l'horizon, c'est Paris. C'est Paris. Quand j'étais petit, je regardais les défilés. C'était à l'époque, c'était les Christian Lacroix, et on se disait mais c'est incroyable, c'est magnifique, cette débauche de. Alors est-ce que ça impliquait les savoir-faire? Je l'ai compris un peu plus tard. Mais à 12 ans, quand je voyais je vais pas dire ce luxe, mais c'est pas parce que c'est cher que c'est beau. C'est juste que c'est tellement travaillé, c'est tellement brodé, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Et ça faisait envie. Et puis en même temps, ça semblait une réalité. Et alors à Toulouse, c'était moins la haute couture, ça semblait moins. Voilà. Puis après, en grandissant, puis en discutant avec la famille, je me rends compte que j'ai une arrière-grand-mère qui était modiste à Alger. J'ai une autre arrière-grand-mère qui avait une bonnetterie pas très loin à Riom, pas très loin de Muret. Donc en fait, le textile était finalement peut-être pas si loin dans mes veines. Ça coulait dans vos veines. Déjà, vous parliez de cette fascination pour ce raffinement. Vous avez cité Christian Lacroix. On pourrait citer également Jean-Paul Mugler, Paul Gaultier. Mugler, pour moi, ça a été la femme Mugler, cette espèce de power woman. Années 80. J'ai grandi là-dessus. Moi, c'est les épaules, la taille, et je dois avouer que. On peut citer aussi Jean-Paul Gaultier. Nos équipes de France 3 Paris-Île-de-France se sont glissées dans les ateliers juste avant, pendant les préparatifs de la semaine de la haute couture en janvier 2018. Donc cette année, les défilés de cette année. C'est un reportage de Nicolas Bappel et Nicolas Metauer. Regardez. Une collection complètement cardingue. Expression empruntée à Jean-Paul Gaultier, à l'honneur cette saison, Pierre Cardin. Un défilé optique, cinétique, vasaréliste. Un retour vers le futurisme années 60-70. Dans ces années-là, Jean-Paul Gaultier a 18 ans. Il est apprenti chez Pierre Cardin. Cette collection est donc un hommage pour lui, parce que j'ai toute mon admiration, mon amour, et je pense qu'il va être là, et j'ai vraiment le trac de savoir ce qu'il va en penser. Pas le temps de s'inquiéter. 1 heure avant le défilé, il faut tout valider. 45 mannequins à maquiller, à coiffer. Ouais, qu'on voit les yeux, qu'on voit quand même leurs yeux. C'est pas plus ça. Ça c'est bien, voilà. C'est beaucoup mieux avec. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est en pelant une orange que Jean-Paul Gaultier a eu l'idée de cette robe spirale. Il est venu, Pierre Cardin, 95 ans, tout ému. Monsieur Cardin, vous êtes ému? Il est fier, me dit-il, d'avoir engendré un enfant de talent. Un talent éclatant comme la diversité de ses créations. Une collection joyeuse, énergique, comme son créateur. Est-il vrai, Frédéric Godard, que cette haute couture, c'est une spécificité, c'est-à-dire que c'est un label d'abord qui a été déposé en 1945 et qu'il n'y a de la haute couture qu'à Paris? Il n'y a de la haute couture qu'à Paris, c'est une définition légale. Ça ne veut pas dire que c'est un milieu fermé. Parfois, on a aussi des créateurs étrangers, des couturiers étrangers qui peuvent venir à Paris. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des gens de talent autre part, mais c'est quelque chose qui est typiquement parisien. Ça répond à un cahier des charges, vous me disiez, je crois qu'il faut un atelier en interne. Un atelier en interne, ça n'empêche que les autres ateliers peuvent travailler aussi, quoi. Mais et on est assez dépendant et sollicité par ces défilés. Voilà. Sophie Fontanelle, vous avez suivi des défilés dans le monde entier. Ils ont quoi de fascinant, de spécifique, de particulier, ces défilés de haute couture à Paris?
Moi maintenant je fais plus la différence. Donc ça veut peut-être dire quelque chose de l'époque. Je sais qu'il y a eu un moment où je me lassais, je me disais oh la haute couture parce que je fais quand même des shows toute l'année quoi. Donc à un moment donné je disais oh, en plus il y a la haute couture. Et en fait maintenant je trouve qu'il se passe quelque chose de tout ça est mélangé. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des présentations, il y a des gens qui viennent montrer. En fait. C'est mélangé dans un grand bazar qui fait que les gens, quand on leur dit c'est Fashion Week, ils disent mais alors fashion ça veut dire mode et week ça veut dire semaine, mais c'est tout le temps en fait que c'est Fashion Week. C'est mélangé dedans. Pour autant, moi ce que j'adore dans la haute couture, c'est que il y a deux manières d'avoir de l'originalité dans la mode. C'est vous n'avez pas un sou et donc vous êtes original, vous sortez des trucs dingues comme Vivienne Westwood au tout début, quand elle coupait des t-shirts et qu'elle rajoutait avec des chemises, ou alors c'est la haute couture. Avec, c'est dis ton rêve et fais-le. C'est du rêve. Est-ce que c'est du rêve alors, je sais que c'est une question bateau, mais je la pose en l'assumant. À quoi ça sert cette haute couture aujourd'hui? À quoi sert-elle encore? Bah, moi, ce que j'en ai vu, mais peut-être on va tous avoir des réponses différentes à ça. Moi, ce que j'en vois pour beaucoup voyager, c'est que ça sert à habiller des gens qui ont de l'argent et qui c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas à quel point il y a des gens qui ont de l'argent. Hein. Peut-être il vaut mieux d'ailleurs. Mais il y a des gens. Je me souviens d'être allée à Rome dans des ateliers d'une très grande maison de couture et voilà, il y a les formes de machines, de telle princesse, de telle personne et ces gens-là n'ont pas des corps qui rentreraient dans une fringue classique, déjà, souvent, et donc on leur fait les vêtements sur mesure, et c'est quelque chose de complètement dingue. Enfin, faut le voir pour le croire. Ce que c'est, comment est-ce que quelqu'un vous donne de l'allure, rien qu'en plaçant les épaules, avec les façonnages et les choses. Donc ça a une vraie utilité, qui après est utile pour les gens qui n'ont pas de sous, parce que tout ça fabrique du savoir-faire, ça fabrique de la culture de mode, et je pense que la manière dont Saint-Laurent faisait ses épaules, ça a fabriqué une culture de la manière de présenter une veste.